Bonsoir à tous, je suis le conteur, et je suis ici une fois de plus pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur venues du côté obscur de TikTok. Alors avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. J'adorerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors laissez-moi un commentaire. Lorsque vous êtes prêts, installez-vous confortablement et musique, détendez-vous. Je me souviens très bien de cette nuit-là. La fête était déjà un véritable chaos. Quand je suis arrivé, un groupe d'amis était entassé dans le sous-sol de Blake. La musique résonnait à plein volume et les lumières colorées clignotaient d'une manière étourdissante. Il y avait des bouteilles de soda presque vides et de vieux appareils de vapotage jetés un peu partout. Et quelqu'un avait apporté une bouteille de sirop contre la toux au goût de pêche. Mais personne ne semblait avoir envie d'en boire. Tout le monde était concentré sur TikTok. Josh se tenait au centre de la pièce avec son téléphone posé sur une enceinte. « Vous êtes prêts, les gars? Prêts pour ce qui arrive ?» Il souriait, tenant la bouteille de Benadryl comme s'il s'agissait d'un trophée. C'est le défi du sirop. Il suffit d'en prendre une bonne gorgée et de se préparer pour un voyage de folie, disait-il face à l'écran du téléphone. Je ne voyais pas combien de personnes étaient connectées au live, mais Josh avait l'air euphorique à propos de ce défi. Certains dans la pièce disaient déjà voir des choses étranges. D'autres racontaient avoir parlé avec des personnes venues de l'au-delà, mais Josh voulait aller beaucoup plus loin. « Ah mec, c'est de la folie !» murmurai-je, inquiet. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Il roula simplement des yeux. « Allez, Steve, j'ai vu un gars sur TikTok qui a pris genre 15 comprimés et il lui est rien arrivé. Je savais que ce n'était pas vrai. J'avais vu la même vidéo et le gars semblait lutter contre des ombres invisibles. Il avait vraiment l'air mal. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de retour possible. Josh avait déjà ouvert la bouteille. La foule se mit à l'acclamer, tandis qu'il versait de grandes gorgées de l'épais sirop rose dans sa bouche. Certains l'applaudissaient. D'autres comptaient à voix haute, et le reste observait en silence. Au début, tout cela ressemblait à un jeu. Josh riait comme un fou, fixant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Il chancelait, clignotant lentement des yeux, et un sourire anormalement large s'étalait sur son visage. « Hé, pourquoi tout est en train de fondre ?» dit-il, provoquant des éclats de rire dans la pièce. À ce moment-là, quelqu'un approcha son téléphone de son visage. « Mec, tu vois quoi ?» Monsieur lui demanda-t-il en plaisantant. Josh fronça alors les sourcils. Ses yeux s'agrandirent démesurément, et une expression d'horreur se peignit sur son visage. « Des ombres, des gens ombres !» murmura-t-il d'une voix tremblante. Le rire s'éteignit immédiatement. La pièce devint silencieuse, et alors nous vîmes ses mains commencer à trembler. Soudain, Josh poussa un cri déchirant qui me fit frissonner. « Oh mon Dieu !» haleta-t-il, serrant mon poignet avec force. « Je peux voir la fin. »« Je la vois !» Il déglutit en me fixant intensément. « La fin de quoi ?» lui demandai-je, incapable de dire s'il plaisantait ou si c'était l'effet du sirop. Alors il me regarda avec des yeux exorbités. « La fin de tout !» répondit-il, puis éclata d'un rire fou fixant le vide. Cependant, une seconde plus tard, son rire s'arrêta net et sa respiration devint saccadée, rapide et superficielle. Sa peau prit une teinte grisâtre sous les lumières néons, mais le plus terrifiant fut qu'il se mit à murmurer des choses à voix basse, comme s'il tenait une conversation que lui seul pouvait comprendre. « Mec, assieds-toi » dit Blake, percevant l'inconfort grandissant dans la pièce. Mais Josh était fasciné par ce qu'il voyait. « Ils me veulent » murmura-t-il. « Qui ?» me demanda quelqu'un en essayant de plaisanter, bien que la tension soit désormais palpable. À ce moment-là, l'expression de Josh se déforma, et il n'y avait plus rien de drôle dans cette situation. « Eux, les... » Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, un hurlement atroce jaillit de sa gorge, un son si effrayant qu'il glaça tout le monde sur place. Et pourtant, les choses allaient devenir encore plus terrifiantes. Soudain, Josh commença à se griffer les bras comme si quelque chose rampait sous sa peau, tout en hurlant de terreur. La pièce bascula alors dans le chaos. Les filles se mirent à crier. Et un de mes amis, qui filmait, laissa tomber son téléphone sous le choc. Dans un élan de panique, Josh s'élança en courant vers les escaliers,
bousculant les gens sur son passage. « Josh !» criai-je en essayant de le rattraper, mais je n'y parvins pas. Lorsque nous arrivâmes en haut, nous le trouvâmes sur le balcon arrière, titubant vers la rambarde au bord d'une chute de 2 étages. « Josh, attends !» lui criai-je. Mais il s'arrêta seulement une seconde, puis se retourna vers moi avec des yeux écarquillés et un sourire horrifiant. « Tu crois que je peux voler ?» me demanda-t-il avant de faire un pas en avant. Ce qui se passa ensuite ressemblait à un rêve virant au cauchemar. Josh monta sur la rambarde, mais juste au moment où il allait sauter, j'attrapai son bras et l'empêchai de se jeter dans le vide. Il essaya de se dégager et faillit y parvenir. Mais Blake arriva à mes côtés, et ensemble nous le poussâmes en arrière. Juste au moment où son pied glissa du rebord, Josh tomba lourdement au sol, pris de convulsions, mordant sa langue en pleine crise. Soudain, un flot de sang épais et rouge sombre jaillit de sa bouche, comme si quelque chose s'était rompu à l'intérieur de lui. Ses yeux s'ouvrirent grands, emplis d'une terreur et d'une douleur indicibles, comme s'il voyait quelque chose d'épouvantable caché dans l'obscurité autour de nous. À cet instant, j'eus l'impression que mon cœur allait exploser. Je voulais faire quelque chose pour l'aider, mais il n'y avait rien que je puisse faire. Un sentiment d'impuissance et de panique m'envahit tout entier. Sous les regards stupéfaits de tous les présents, Josh commença à se griffer le cou comme s'il tentait d'arracher une corde invisible, et ses veines se mirent à gonfler et à palpiter intensément, comme si elles étaient sur le point d'éclater. L'atmosphère se remplit de cris, et une fille hurla pour que quelqu'un appelle le 911. Mais pendant que cela se produisait, d'autres restaient sur leur téléphone, enregistrant chaque seconde, chaque convulsion de son corps contre le sol de bois froid. Certains riaient nerveusement, d'autres murmuraient, d'autres encore criaient, mais moi, je me sentais totalement désespéré et impuissant. « Josh, mon ami, reste avec moi !» lui criai-je en saisissant ses épaules, essayant de le maintenir pour qu'il ne se blesse pas davantage. Je vous jure que jamais de ma vie, je n'avais ressenti une telle angoisse, ni une telle désespérance. À un moment donné, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit, seulement davantage de sang sombre jaillissant de ses lèvres. Son corps commença à trembler et à se secouer avec encore plus de force, ce qui rendit impossible pour moi de le retenir. Sa tête se mit alors à heurter le sol à répétition, et pendant ce temps, ses pupilles se dilatèrent presque entièrement, recouvrant ses iris, tandis que ses doigts bougeaient comme des ficelles de marionnettes brisées, incapables de retrouver le calme. Finalement, il poussa un profond soupir et son corps resta immobile. À ce moment-là, un silence de mort s'abattit sur les lieux. Nous étions tous sous le choc. D'une certaine manière, nous savions que Josh ne se réveillerait plus jamais. Quand l'ambulance arriva enfin, il était déjà trop tard. Ils tentèrent de le réanimer. Ils firent tout leur possible, mais son corps était sans vie, flasque et pâle. Ses lèvres prirent une teinte livide, et son téléphone, qui continuait de diffuser en direct, était désormais couvert de vomi sanglants. Puis, tels des vautours en quête de chair fraîche, les vidéos devinrent virales sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux. La dernière fois que j'ai regardé son écran avant de fermer, TikTok et de ranger son téléphone pour le remettre à ses parents, il y avait presque 12 000 personnes connectées au live. C'est incroyable à quel point l'esprit humain peut être morbide. Toutes ces personnes étaient là, profitant du spectacle de Josh, mourant en direct, comme s'il s'agissait d'un numéro de cirque. Les jours passèrent et le monde continua son chemin. TikTok supprima les clips à cause des nombreuses plaintes que nous avons déposées, mais pas avant qu'ils n'atteignent des millions de vues. Les gens commentaient en utilisant des émojis tristes et créaient des hashtags en sa mémoire. Les parents de Josh Tinner, plusieurs conférences de presse et TikTok, publia une déclaration officielle exprimant son regret, comme tant d'autres fois auparavant, tandis qu'un nouveau défi malheureux émergeait pour remplacer celui-ci. Josh devint juste une statistique de plus parmi les nombreuses victimes des défis viraux de TikTok. Quant à ses amis, ceux qui l'avaient encouragé à faire cela, ils continuèrent leur vie comme si de rien n'était. Nouvelle fête, nouveaux défis, nouvelles tendances de contenu. Moi, au moins, j'essayais d'accompagner un peu ses parents dans leur deuil. Leur maison était désormais emplie de silence, un vide étouffant qui recouvrait tout.
Sa mère avait l'habitude de s'asseoir près de la fenêtre, regardant au loin comme si elle espérait encore voir son fils revenir à la maison, tandis que son père, lui, ne disait presque plus un mot. Parfois, j'apportais des fleurs, mais elle se fanait rapidement, tout comme l'espoir de ses deux parents anéantis par la perte de leur unique enfant. Au bout d'une année, plus personne ne parlait vraiment de Josh. Ses amis mentionnaient à peine son nom, et lorsqu'ils le faisaient, c'était avec la curiosité morbide de se remémorer ce qui s'était passé, comme si cela n'avait été qu'un simple spectacle. Cela me mettait hors de moi. C'est pour cette raison que j'ai cessé de fréquenter tous ces gens, et je me demande vers quelle direction nous nous dirigeons en tant que société. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour quelques likes de personnes qui, au fond, ne se soucient absolument pas de nous? Josh me manque énormément, et chaque fois que je pense à lui, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine culpabilité. Je me dis que j'aurais pu faire davantage pour tenter de l'arrêter, avant qu'il ne prenne cette bouteille de sirop, mais jamais, même en 1 million d'années, je n'aurais imaginé que cela se terminerait ainsi. Musique. La disparition de la célèbre TikTokeuse Federica Nasca avait déclenché un véritable tumulte dans les médias. Et moi, en tant que détective privé, j'étais décidé à découvrir ce qui était réellement arrivé à cette jeune fille. Pour ceux qui ne la connaissent pas, TikTok est cette plateforme où les gens publient de courtes vidéos montrant toutes sortes de talents et de folies, mais avec autant de danseurs et de comédiens cherchant à attirer l'attention, il devenait de plus en plus difficile de se démarquer. Quand Federica commença à faire des TikTok, elle décida que la meilleure façon de se distinguer serait de faire quelque chose de vraiment unique. Elle se dit, eh bien personne ne refuse une bonne histoire d'horreur. Elle eut donc la brillante idée de visiter tous les lieux hantés qu'elle pourrait trouver et de partager ses expériences sur son compte. À l'époque, la plateforme était en pleine expansion et il n'y avait pas encore autant de créateurs qu'aujourd'hui. Ainsi, en très peu de temps, elle gagna énormément d'abonnés et devint célèbre en tant qu'exploratrice du paranormal. Federica visitait de nombreux endroits effrayants et documentait ses visites simplement avec son téléphone. Elle n'avait pas d'équipe de production professionnelle, ni rien de ce genre. C'était juste elle, son sac à dos et son téléphone. Elle publiait même ses vidéos sans montage ni coupure. Ce que l'on voyait était brut, ce qui rendait ses contenus très réalistes. Dans plusieurs de ses clips, des événements étranges survenaient, terrifiant son audience, ce qui lui attira beaucoup de commentaires et d'abonnés. Avec le temps, sa popularité augmenta et son nom commença à résonner. Mais tout changea dans la nuit d'Halloween de 2022. Federica était chez elle, profitant d'un marathon de films d'horreur, lorsqu'elle entendit frapper à la porte. D'abord, elle pensa qu'il s'agissait seulement d'enfants faisant des farces ou quémandant des bonbons. Elle avait d'ailleurs un bol de friandises près de la porte pour cette raison, alors elle ouvrit sans regarder, mais il n'y avait personne. Se sentant un peu ridicule, elle referma et retourna regarder ses films. Cependant, un peu plus tard, on frappa à nouveau, cette fois plus fort. Après avoir exploré tant d'endroits sinistres, elle sentit dans son instinct que quelque chose n'allait pas. Elle décida alors de filmer à nouveau, avec son téléphone, et expliqua à ses abonnés que quelqu'un frappait à sa porte, sans que personne ne soit visible. Federica vivait juste en face d'une église, séparée par une petite rue. De son jardin, elle pouvait voir un groupe de personnes déguisées en anges et en démons, riant et s'amusant dans la cour arrière. Elle fit une remarque sarcastique dans sa vidéo à leur sujet, avant de refermer la porte et de retourner à ses films. Cette nuit-là, elle n'entendit plus de bruits étranges. Alors elle posta la vidéo et promit à ses abonnés de les tenir informés s'il se passait autre chose. Mais vers 2 heures du matin, elle entendit un nouveau coup frappé. Cette fois, elle était convaincue qu'on lui jouait un tour. Alors, elle sortit avec son téléphone à la main pour filmer. À seulement quelques pas, elle vit 2 silhouettes debout dans son jardin. Leurs vêtements étaient très inhabituels. L'un portait une longue robe noire, l'autre une tunique sombre et un chapeau pointu. Il faisait nuit noire dehors, et tout ce que Federica pouvait voir, c'était ces silhouettes dans la faible lumière de son Porsche. La tension monta alors qu'elle les observait, sentant que toutes deux la fixaient.
La vidéo montre qu'elle les regardait simplement en silence, jusqu'à ce que soudainement, l'une des silhouettes commence à courir vers elle, suivie de près par l'autre. Pris de panique, Federica laissa tomber son téléphone sur le porche. En courant à l'intérieur de sa maison, cette vidéo fut postée sur son compte TikTok et après cela, la jeune femme disparut sans laisser de traces. Son père déclara sa disparition 2 jours plus tard, marquant le début d'un mystère que personne ne parvint à résoudre. Que s'est-il réellement passé avec Federica? Certains TikTokers spéculèrent qu'il s'agissait d'un coup publicitaire. D'autres prétendirent que c'était une blague d'Halloween qui avait mal tourné. Les plus superstitieux affirmèrent qu'elle avait réveillé des démons et des esprits maléfiques lors de ses visites dans des lieux hantés et que ces entités l'avaient capturée. Mais aucune de ces théories n'avait de sens, car la police n'avait trouvé aucune trace de lutte dans sa maison. C'était comme si elle s'était évaporée dans l'air. Une zone d'environ 2 miles à la ronde fut fouillée, et l'on interrogea les habitants pour savoir s'ils avaient vu ou entendu quelque chose d'étrange. Mais il n'y eut aucun indice. Personne ne semblait avoir la moindre idée de ce qui était arrivé à Federica. Finalement, ses parents firent appel à moi. Bonjour, je suis le détective Joseph Harrison. En quoi puis-je vous aider » dis-je en arrivant chez eux. Ils me remirent tout ce qu'ils avaient recueilli jusqu'à présent concernant l'enquête et me supplièrent presque de retrouver leur fille. Tout ce que je pus leur promettre, c'était que je ferais tout ce qui serait nécessaire pour aller au bout de cette affaire. Au cours de mon enquête, je découvris quelques sombres secrets sur cette célèbre TikTokeuse. Et à mon grand effroi, ils me conduisirent jusqu'à un village amish abandonné. Et malheureusement jusqu'au corps sans vie de Federica. Permettez-moi de vous raconter ce que je pense qu'il a réellement pu lui arriver. Dans l'une de ses anciennes vidéos, elle avait visité ce même village amish pour filmer et tenter de découvrir s'il était réellement hanté. Personne ne savait pourquoi ses habitants avaient déserté cet endroit, bien qu'elle n'ait rien trouvé de particulièrement inquiétant lors de sa visite. En approfondissant mes recherches, je découvris qu'un petit groupe de résidents avait commencé à vénérer un démon nommé Azodéas au lieu de Jésus. Ce groupe s'était transformé en secte et, alors que tous les autres étaient partis, eux étaient restés dans le village. Lorsque Federica était venue documenter sa visite, cela avait attiré l'attention sur les réseaux sociaux et des gens avaient commencé à affluer pour explorer ce village abandonné. Cela avait sans doute alerté les membres de la secte, les poussant ainsi à agir. C'est ainsi que 2 d'entre eux s'étaient présentés à sa porte. La nuit d'Halloween, ces mêmes silhouettes étranges qu'elle avait aperçues dans son jardin. J'imagine qu'ils l'avaient enlevée avant qu'elle n'ait pu se défendre, et l'avaient emmenée de force jusqu'au village amish. En poursuivant mes recherches sur place, je trouvai une tombe, fraîchement creusée dans le jardin de l'église. Elle n'avait aucune inscription. En la déterrant, je découvris le corps nu d'une jeune fille avec un pentagramme inversé dessiné dans son dos. Son visage était méconnaissable, réduit en bouillie par ce qui semblait être de multiples coups portés avec une pierre ou un objet contondant. Ce qui me permit de l'identifier fut le téléphone brisé retrouvé à côté du corps, dans la tombe. Et oui, c'était bien Federica. Au moment de cette macabre découverte, la première question qui me traversa l'esprit fut « Comment ?» Annoncer cela à ses parents, et je me demandais aussi si les membres de la secte ne rôtaient pas encore dans les parages. Cela me mit immédiatement en état d'alerte. Je dégainai mon arme et restai sur mes gardes en appelant le 911. Les autorités prirent le relais, mais hélas, elles ne réussirent jamais à identifier les membres de la secte ni à les retrouver. En tant que détective, j'avais résolu le mystère de la disparition de Federica Nasca, l'exploratrice du paranormal, mais une question me tourmente encore aujourd'hui. Où sont ces gens et combien d'autres victimes ont-ils pu faire? Tout ce que je peux dire à chacun d'entre vous, c'est de rester constamment vigilant, de faire attention à votre environnement et surtout, de bien réfléchir à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais qui pourrait être en train de vous observer derrière un écran avec de mauvaises intentions. Je me souviens que je plaisantais simplement avec des amis dans les couloirs du lycée lorsque, soudain, un cri glaçant fendit l'air, comme un couteau aiguisé.
Toutes les têtes se tournèrent dans sa direction et les téléphones portables furent dégainés en un éclair. Avant même que je m'en rende compte, une foule s'agglutinait près des casiers, téléphone en main. Je reconnus immédiatement cette voix. C'était Amaya, la reine des filles populaires du lycée. « T'es aveugle ou juste stupide ?» cria-t-elle en agrippant par le devant du sweatshirt une fille restée muette. Pearl était son nom. La timide petite fille de notre cours d'anglais, celle que personne ne remarquait à moins de la heurter accidentellement. Je me frayais un chemin à travers la foule juste à temps pour voir. Amaya repoussait violemment Pearl, qui perdit l'équilibre mais parvint de justesse à se rattraper. On pouvait voir qu'elle était totalement terrifiée. Ses mains tremblaient, sa mâchoire aussi, et elle ressemblait à un petit chiot apeuré. Apparemment, tout avait commencé lorsque Pearl avait accidentellement bousculé Amaya dans le couloir, renversant son précieux macchiato au caramel sur son chemisier de créateur, laissant une large tache marron et collante. C'était un accident, murmura Pearl d'une voix tremblante. Mais Amaya n'avait aucune intention d'écouter. « Tu as ruiné mon chemisier, sale petite ratée !» lança-t-elle en haussant le ton. « Dis-moi, tu as au moins un vêtement qui coûte plus de 10 $. Oh, attends, laisse-moi deviner. Édition spéciale du magasin d'occasion. » Des éclats de rire parcoururent la foule, qui filmait la scène comme s'il s'agissait d'un show pour TikTok. Pearl leva les yeux, et un instant, je vis une étincelle de courage briller dans son regard. Un contraste, saisissant avec l'insécurité qu'elle montrait d'ordinaire. « Au moins, moi, je n'ai pas besoin d'acheter mes amis pour exister, » rétorqua-t-elle. À ce moment-là, je ne pus m'empêcher de lâcher un « oh, merde !» En l'entendant, en voyant que d'autres riaient aussi, le visage d'Amaya se tordit de rage. En un instant, elle leva la main, prête à gifler Pearl. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, je m'interposai par réflexe, attrapant son poignet en plein vol. « Ça suffit, Amaya, » dis-je fermement. « C'était un accident, laisse tomber. » Son regard incrédule se planta dans le mien. « Sérieux? Maintenant tu prends son parti ?» lança-t-elle. Elle semblait prête à exploser. « Je dis juste que tu fais tout un drame pour rien. Laisse couler, ce n'était pas intentionnel. » Insistai-je en essayant de la raisonner. Cela sembla fonctionner. Amaya poussa un profond soupir, tourna les talons et s'éloigna, laissant la foule se disperser dans un murmure de rires étouffés. Je me tournai vers Pearl, toujours figée sur place, agrippant nerveusement l'ourlet de son sweatshirt. « Ça va ?» me lui demandai-je, pris d'un élan de compassion. Pearl hocha simplement la tête sans oser croiser mon regard. « Merci pour tout », ajouta-t-elle doucement. C'était la première fois que nous parlions vraiment. Au fil des semaines, Pearl et moi avons commencé à sortir ensemble. Elle s'avéra être une fille géniale, avec un humour ironique qui ne cessait de me surprendre. Je me souviens qu'un week-end, nous sommes allés à la plage, avons filmé un TikTok ensemble et avons simplement profité des vagues. Je l'ai publié sans penser que c'était important, mais dès le lendemain, tout changea. Pendant l'entraînement, je vis Amaya traverser le gymnase d'un pas furieux en direction de Pearl, qui était assise dans les gradins. « Tu crois vraiment que t'es spécial, hein ?» lâcha-t-elle. Pearl arqua un sourcil, l'air incrédule, et je compris que les choses allaient dégénérer. « Oh non, murmurai-je. Pousse-toi, parce que je suis venu détruire encore plus ta misérable petite vie. » Poursuivit Amaya avec un sourire cruel. La colère qu'elle irradiait était presque palpable. « Quelle comédienne tu fais ?» osa répondre Pearl avec un calme impressionnant. « Reste loin de Marvin. Il est à moi, compris ?» siffla Amaya. Je n'en croyais pas mes oreilles. Amaya et moi étions brièvement sortis ensemble, mais j'avais vite perdu tout intérêt. « Depuis quand les gens sont-ils la propriété des autres ?» répliqua Pearl, et je sus que l'explosion était imminente. Mon erreur fut de m'interposer une fois de plus quand Amaya se rua sur Pearl. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» lui criai-je. Son regard était une parfaite carte postale de surprise. Elle cligna des yeux innocemment avant de me dire « On peut parler en privé, s'il te plaît ?» Je soupirai et me frottai la nuque. D'accord. » Mais répondis-je pour le bien de tous. Alors que nous nous éloignions, je remarquai que Pearl nous observait, son expression inébranlable. Le lendemain, ni Amaya ni moi ne nous présentâmes à l'école.
Ensuite, un TikTok d'Amaya explosa sur les réseaux sociaux. Elle se trouvait dans une luxueuse piscine avec moi à ses côtés. La légende disait « Il m'a enfin invité au bal ». Hashtag couple puissant, hashtag désolé. Non, pas désolé. Tout ce qui se passa ensuite arriva si vite que j'eus à peine le temps de le comprendre. Cet après-midi-là, je m'étais laissé convaincre par Amaya et nous avions fini chez elle. Nous avions passé l'après-midi dans la piscine, puis j'étais resté dormir. C'est pourquoi nous n'étions pas allés à l'école le jour suivant. Mais dès que je rentrais chez moi et allumais mon téléphone, il se mit à vibrer frénétiquement, explosant de notifications à cause de la vidéo. Mais aucune ne venait de Pearl. Elle n'envoya aucun message, ni aucun appel. J'aurais dû m'en douter. Les choses étaient fichues, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Toutefois, il n'y avait jamais eu rien de très sérieux entre nous. Alors je décidai de laisser tomber. La veille du bal, mon téléphone sonna et je fus surpris de voir que c'était Pearl. Sa voix tremblait. « Marvin, j'ai besoin de ton aide. »« Que se passe-t-il » répondis-je alarmé. « Je t'ai envoyé ma position. S'il te plaît, viens. » Le repère de localisation apparut dans mes messages, et je réalisai que c'était un site de construction abandonné à la périphérie de la ville. Cela m'alarma immédiatement, et je m'y rendis au plus vite, craignant qu'elle ne soit en danger. Quand j'arrivai, le silence était écrasant. C'étaient les ruines d'un bâtiment inachevé, plongé dans l'obscurité totale. Ma lampe de poche vacillait sur le béton fissuré et les poutres rouillées. C'est alors que je la vis. Pearl était assise au sol, fixant le coin d'un mur brisé. Son dos était tourné vers moi, et ses épaules tremblaient sous les sanglots. « Pearl, est-ce que ça va ?» Oh, demandai-je, mais il n'y eut pas de réponse. Je m'approchai pour voir ce qui n'allait pas. Je vous avoue que, à ce moment-là, je pensais au pire. La première chose qui me vint à l'esprit fut que quelqu'un l'avait amené. Ici, lui avait fait quelque chose d'horrible. Mais ce qui se passa fut bien plus effrayant encore, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Je m'approchai prudemment, et tandis que je le faisais, le faisceau de ma lampe éclaira quelque chose à ses côtés. Je restai complètement paralysé en voyant qui c'était. Amaya, elle était morte. Sa bouche était grotesquement remplie de billets froissés et de pièces de monnaie, et ses grands yeux vides étaient figés dans une expression d'horreur. Je reculai instinctivement, choqué par ce que je voyais. C'est alors que Pearl se tourna vers moi. Elle souriait, mais ses yeux étaient mouillés de larmes. « Tu vois, Marvin ?» dit-elle. « Elle a essayé de t'acheter avec de l'argent, avec de l'amour faux. Alors, je lui ai donné autant d'argent que possible, jusqu'à ce qu'elle s'étouffe avec. Mes jambes tremblaient et mon cœur semblait vouloir exploser. « Pearl, qu'est-ce que tu as fait ?» murmurai-je presque. « J'ai fait ce qu'il fallait ?» demanda-t-elle en inclinant la tête et en souriant. « Maintenant, nous pouvons être ensemble, libérés de son poison, juste toi et moi. » Un frisson parcourut mon dos et je me mis à courir aussi vite que je le pouvais. En fuyant, je sortis mon téléphone, tremblant, et appelai la police. Le dernier souvenir que j'ai, c'est le visage de Pearl, toujours souriante, tandis que je m'éloignais. Elle ne me suivit pas, elle ne fit rien pour m'arrêter. Quand la police arriva, elle se trouvait toujours au même endroit. Souriant encore et murmurant mon nom, elle confessa son crime, mais comme elle était mineure et souffrait de troubles mentaux, elle ne fut pas envoyée en prison, mais dans un centre de soins psychiatriques. Écoutez, il faut que je le dise, nous devrions tous arrêter d'utiliser TikTok dès maintenant. Je suis une grande fan de TikTok, même si principalement je regarde les vidéos des autres. Mais l'autre jour, alors que je naviguais à moitié endormi, je tombais sur une vidéo en time-lapse montrant un enfant vieillissant, de bébé jusqu'à l'âge de 10 ans. La légende disait « Le temps file ». Il était tard, alors je regardais d'un œil, essayant de ne pas m'endormir. Le lendemain matin, je me réveillais avec mon téléphone lisant une autre vidéo aléatoire, avec seulement 2% de batterie restante. Quand j'arrivais au travail, comme toujours, pendant ma pause, je me remis à regarder des TikTok, et devinez quoi? La même vidéo du time-lapse de l'enfant réapparut dans mon fil d'actualité. Je la laissai défiler distraitement en dévorant un sandwich sans y prêter grande attention. À la fin de mon service, je me dirigeais vers ma voiture, et en passant, il me sembla voir un enfant sur la route. Mais en regardant de nouveau,
il n'y avait rien. Seulement un bus qui passait. Ce soir-là, je décidai de faire un appel vidéo à ma sœur, qui vit avec son mari et ses enfants. Nous parlâmes de choses banales jusqu'à ce que l'un de ses petits entre dans la pièce à la recherche de quelque chose. Ce qui était étrange, c'est que ma sœur ne semblait pas remarquer que son fils était juste derrière elle, et après quelques instants, je lui fis signe de regarder l'écran. Mais au moment où elle tourna la tête, l'enfant avait disparu. Soudainement, l'appel vidéo coupa et mon écran devint noir. Je reçus un autre appel peu après. Il provenait de sa chambre, mais ma sœur n'était pas là, à sa place. Il y avait deux enfants qui regardaient l'écran, avec leurs bouches grandes ouvertes, comme si leurs mâchoires étaient déboîtées. C'est alors que j'entendis un murmure derrière moi et me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. De retour sur l'écran, je remarquai que mon iPad était noir. J'essayai de rappeler ma sœur, mais elle ne répondit pas. Alors je supposais qu'elle était occupée à coucher ses enfants. Je me distrais sur Twitter et Facebook avant de m'endormir. Aux alentours de 3 heures du matin, une sonnerie stridente de style écureuil retentit soudainement sur mon téléphone, résonnant dans toute la pièce. Je regardais et pour mon plus grand effroi, je vis de nouveau la vidéo de l'enfant en time-lapse. Mon téléphone s'éteignit juste au moment où la lumière de ma chambre s'alluma toute seule. Et là, juste en face de moi, se trouvait un enfant, avec des yeux noirs perçants et la bouche complètement ouverte, comme si ses mâchoires étaient disloquées. J'essayais de crier, mais ma bouche était sèche, comme si j'avais tenté de manger de la cannelle en poudre. Ses yeux se rétrécirent, et soudain, une petite pupille blanche apparut au milieu de l'obscurité. Puis j'entendis une voix murmurer. À cet instant, les lumières s'éteignirent et l'obscurité envahit la pièce. L'écran de mon téléphone se ralluma et commença à diffuser un flux continu de vidéos d'enfants, chacun d'entre eux fixant la caméra avec des yeux exorbités et des mâchoires disloquées. Et alors, les murmures commencèrent, de basses vibrations qui se transformèrent en un bourdonnement dans l'air jusqu'à devenir une sorte de cacophonie de cris terrifiants, qui semblait ne pas appartenir à ce monde. Désespéré, je lançai mon téléphone contre le mur, espérant que le bruit du verre brisé étoufferait ces hurlements horribles. Mais au lieu de cela, j'entendis un bruit sourd lorsqu'il tomba sur la moquette. La panique m'envahit, mais l'instant d'après, tout redevint silencieux. Je me réveillai avec la lumière du soleil entrant par la fenêtre, ayant l'impression d'avoir passé une éternité dans un cauchemar. Je respirais profondément et tentais de me convaincre que tout cela n'avait été qu'un simple mauvais rêve. Je me levai donc et commençai à me préparer pour entamer ma journée. Déjà prête pour aller travailler, je tremblais encore en conduisant. Il y avait un collègue à qui je racontais toujours mes histoires paranormales. Et en lui relatant ce qui m'était arrivé, il me regarda intensément. « Non, tu dois te débarrasser de ce téléphone », me dit-il et commença à m'expliquer que les réseaux sociaux étaient pleins de choses que l'on ne pouvait même pas imaginer. Mais avant que je ne puisse poser davantage de questions, un client interrompit notre conversation en demandant de l'aide pour quelque chose. Après le travail, je tentais de retrouver mon collègue, impatiente d'en savoir plus. Mais juste au moment où j'appuyais mon dos contre la porte de ma voiture, je vis 3 enfants s'approcher. Et avant que je ne puisse leur demander ce qu'ils voulaient, je restais paralysé en croisant leurs regards. Leurs yeux étaient complètement noirs. Leur bouche s'ouvrait de plus en plus, et un frisson parcourut immédiatement mon corps. Alors, je sentis une main agripper fermement mon bras et m'entraîner loin du parking. « Ne regarde pas derrière toi. Essaie de ne pas penser à eux, murmura mon collègue d'une voix rauque en m'éloignant des enfants terrifiants. Je les vis, je vis ces choses juste devant toi, dans ta voiture. Je vis leurs yeux, je restais sans voix, incapable de comprendre ce qui se passait. La seule chose que je pus faire fut de suivre mon collègue, qui semblait garder son sang-froid, même si je ne savais plus quoi penser. Ça va, Bethany, tu dois être sous le choc. Je sais qui ils sont, ou plutôt, je sais ce qu'ils sont. Tu ne dois plus utiliser ton téléphone. Tu ne dois plus rien regarder en ligne. Et ils te laisseront tranquille. Ils partiront. Me dit-il en me faisant marcher. Mes pensées tourbillonnaient à ce moment-là.
D'accord, rentre simplement chez toi, mange quelque chose et repose-toi. Je couvrirai ta journée de travail demain, me dit-il, et je le remerciai pour son soutien. Quelques minutes plus tard, il m'accompagna jusqu'à ma voiture. Mon corps était raide et douloureux pendant que je tournais la clé dans le contact. Une fois qu'il s'était assuré que tout était en ordre, mon collègue me fit un signe de revoir et s'éloigna. Mais alors que je me préparais à partir, je vis de nouveau les 3 enfants de l'autre côté de la voiture. Mais cette fois-ci, je vis aussi mon collègue agenouillé devant eux, leur parlant avec une intensité qui me terrorisa. Quand j'ouvris la portière pour sortir, je passai près d'eux, et mon collègue me regarda avec la tête penchée, ses yeux noirs et sa bouche béante. À ce moment-là, j'enfonçai l'accélérateur et m'enfuis de cet endroit en empruntant des itinéraires compliqués pour rentrer chez moi. Mais chaque fois que je tournais la tête, un enfant apparaissait sur le trottoir avec ses yeux noirs et sa mâchoire disloquée. Finalement, j'arrivai chez moi et je fis rapidement une valise avec quelques affaires essentielles. J'avais besoin de quitter cet endroit et de me réfugier chez mon père, où il n'y avait ni enfant ni distraction. Les jours suivants, je ne me rendis pas au travail. Mon collègue m'envoya plusieurs messages, me demandant ce qui m'était arrivé, mais je n'en répondis aucun. Ces petites créatures horribles continuèrent de me hanter pendant un certain temps, jusqu'à ce que je fasse une crise. Après avoir tout raconté à mon père, il décida de m'emmener consulter un spécialiste de la santé mentale. C'est ainsi que je découvris que je souffrais d'un stress sévère, ce qui provoquait des hallucinations et des cauchemars que je n'étais plus capable de distinguer de la réalité. Le spécialiste me prescrivit des médicaments, du repos et surtout de m'éloigner des réseaux sociaux, car cela semblait aggraver mon état psychotique. Je n'arrivais pas à y croire, mais quelques jours plus tard, alors que je commençais à me sentir plus stable, j'appelai mon collègue pour lui parler de tout ce qui s'était passé. Mais il n'y a à avoir parlé ou interagi avec moi après la conversation où il m'avait conseillé de me tenir éloigné de TikTok. Il me dit que ce qui s'était passé sur le parking n'était jamais arrivé et qu'il avait essayé de m'appeler uniquement pour vérifier si j'allais bien, car je n'étais pas venu au travail depuis plusieurs jours. Le lendemain, je me rendis au bureau et présentai mon certificat médical. Je m'excusais pour mon absence non justifiée et grâce à Dieu, mon patron fit preuve de compréhension et m'accorda quelques semaines de repos pour me remettre. À ce jour, je n'ai plus jamais vécu d'expérience similaire, mais je reste loin des réseaux sociaux et surtout de TikTok. J'espère que mon expérience pourra servir d'avertissement sur les dommages que cette surexposition aux écrans et au monde numérique peut causer à votre santé mentale. Il faut être vigilant et prendre soin de soi. Nous avons commencé à parler plus souvent, et peu de temps après, je l'ai invitée à sortir et elle a accepté avec plaisir. Nous avons donc commencé à organiser un dîner. Lorsque je l'ai rencontrée en personne, elle était encore plus attirante et sympathique que sur les photos. Ce qui n'arrive pas très souvent, c'était mon tout premier rendez-vous sur Tinder et j'étais très nerveux. Je lui en avais parlé dans nos messages, et je me suis rendu compte qu'elle en avait tenu compte, car tout comme dans nos discussions, elle ne me laissait jamais me sentir mal à l'aise et faisait en sorte qu'il n'y ait jamais de silence gênant. Sans exagérer, le rendez-vous fut incroyable. Le repas était délicieux et la conversation très agréable. Avant de lui dire au revoir, j'avais envisagé de l'embrasser, mais je n'osais pas. À cause de mon indécision, elle ne m'embrassa pas, mais elle me posa une question inattendue. « Veux-tu venir chez moi ?» Vous n'avez pas idée du bonheur que j'ai ressenti en entendant cela. Non seulement pour ce que cela signifiait, mais aussi parce que je compris qu'elle avait également apprécié notre rendez-vous. J'avais eu peur qu'elle se soit ennuyée, ou qu'elle pense que je manquais de personnalité, mais clairement, elle pensait le contraire, ou bien elle aimait me voir heureux. Nous avons donc pris un bus pour aller chez elle et, par chance, celui que nous avons attrapé était le dernier. Pendant le trajet, bien que nous soyons restés silencieux, l'atmosphère n'était pas pesante, elle était remplie de sourires et d'attente. Une fois descendu du bus, et après avoir marché quelques pâtés de maison, je fus surpris par la taille de sa maison. Je ne peux pas dire que c'était un manoir, mais on s'en approchait clairement. En l'entrant,
Je fus impressionné par la manière dont tout était spacieux et bien entretenu. Cela se voyait que cette maison valait une petite fortune. Je restai quelques instants debout sur le seuil, regardant autour de moi, un peu stupéfait, mais aussitôt Rosa me saisit par la main et nous commençâmes à marcher vers sa chambre. En entrant dans la pièce, elle m'embrassa avec passion, puis sortit à nouveau dans le couloir et referma violemment la porte derrière elle. Je m'assis sur le lit, en pensant qu'elle était peut-être allée se changer. Mais après quelques instants, j'entendis de la musique forte venant de la salle à manger et je pensais que je devrais peut-être aller voir ce que faisait Rosa. Je me levai donc et m'approchai de la porte de la chambre avec l'intention d'y aller. Mais à ce moment-là, une voix m'interrompit. « Y a-t-il un problème ?» La voix était masculine et venait de la même pièce où je me trouvais. Je me retournai brusquement et vis un homme debout derrière moi. Tout le temps où j'avais été là, je ne l'avais pas remarqué, mais je ne pouvais pas m'en vouloir. Il était caché derrière le rideau. « Qui êtes-vous » demandai-je en essayant de rester calme. « Oh, excuse-moi pour mon manque de présentation. Je suis le mari de Rosa, » dit-il. Mon cœur s'arrêta net et mes yeux s'ouvrirent grands comme des œufs au plat. Marie. Écoutez, je suis désolé, je ne savais pas. Mais je ne pus finir ma phrase car à ce moment précis, la porte se rouvrit et Rosa apparut de l'autre côté. « Je vois que vous avez déjà fait connaissance, » dit-elle avec un sourire forcé. « Je te l'avais dit, il est vraiment très sympa, » lança-t-elle à son mari. Celui-ci la regarda en souriant et lui répondit « Tu as vraiment bon goût ». Puis il l'embrassa sur les lèvres. J'avais les yeux écarquillés, complètement confus. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» fut la première pensée qui me traversa l'esprit. Alors Rosa me regarda, sourit et me dit « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas complètement avoué. En vérité, je suis marié. » « Oui, je crois que je viens d'être mise au courant, » lui répondis-je avec sarcasme, mais elle rit et plaisanta en disant que je commençais enfin à me détendre un peu, ce qui pour moi n'avait rien de drôle. « Je t'ai amené ici parce que tu me plaisais, mais tu plais aussi à mon mari. En fait, nous nous sommes inscrits ensemble sur Tinder pour consulter ton profil. Et il a tout de suite été d'accord, tu étais le bon. » Elle me disait cela avec une telle simplicité, comme s'il s'agissait de la chose la plus normale du monde. « Comment as-tu osé me faire ça ?»« Tu aurais dû me le dire. » Et répondis-je de plus en plus mal à l'aise. « Désolé, mais je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit avec vous deux. » Leur dis-je d'un ton ferme. « Oh, je suis vraiment désolé d'entendre cela. Mais pour nous, ce n'est pas un problème. » Me répondit le mari de Rosa avec un petit sourire, son ton devenant de plus en plus inquiétant. « Que veux-tu dire ?» demandai-je, angoissé par la réponse. L'expression de Rosa changea immédiatement, et elle sortit de sa poche un petit pistolet qui, bien que petit, n'en restait pas moins une arme mortelle. En même temps, son mari sortit de la poche arrière de son pantalon un petit couteau. « Tu vois, nous sommes un couple monogame qui n'est pas intéressé par le partage de son intimité. Ce que nous aimons, » m'a dit Rosa en s'approchant lentement. « Que fais-tu » ? « De quoi parles-tu » demandai-je, sentant que la situation devenait tendue. Ils me regardèrent tous les deux et continuèrent. « Nous avons certains goûts que nous aimons partager, mais en réalité, nous ne partageons rien avec personne. Nous avons seulement besoin de toi. »« Mais qu'est-ce que tu racontes, Rosa ? Pourquoi fermes-tu la porte à clé ?» criai-je, de plus en plus effrayé, voyant qu'elle verrouillait la porte de la chambre à coucher. À cet instant, je ressentis un coup inattendu dans le dos et je tombai au sol. C'était le mari qui m'avait frappé. Son coup était technique et précis, me laissant complètement paralysé. « Allez, Félix, c'est toi qui as choisi de venir ici. Elle ne t'a pas forcé. Maintenant, tu dois assumer, » dit le mari. « As-tu déjà goûté de la chair humaine ?»« Comment ça ?»« Rosa, son goût est bien plus sucré et juteux que tout ce que tu as pu goûter auparavant. » a dit l'homme avec un sourire des plus sinistres. « Mais, comme tu peux t'en douter, nous ne trouvons pas cela dans n'importe quelle boucherie. Alors non, s'il te plaît, non. »« Vous êtes fou !» criai-je, sentant la panique s'emparer de moi. « Laissez-moi partir !» Soudain, je ressentis une douleur vive dans la jambe. Rosa, qui était au sol, me mordait comme une bête sauvage, cherchant à arracher un morceau de chair.
J'essayais de lui donner un coup de pied au visage, mais en le faisant, je réalisais très vite que son expression n'était plus celle de la douce jeune femme avec qui j'avais discuté sur Tinder. Je me demandais si cette fille avait réellement existé ou si elle n'était qu'une chasseuse, cherchant sa proie, littéralement. Alors que je la repoussais de toutes mes forces avec mes jambes, son mari restait là à rire comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie. C'était drôle, non? Rosa n'a pas besoin de te mordre. Elle le fait parce que ta réaction est ridicule, dit-il sur un ton moqueur. Ne lui dis pas de gâcher l'amusement, mon ami, lui répondit-elle. Désolé, Félix, c'est que je me suis un peu emporté. Nous ne sommes pas des barbares. Ce n'est pas parce que nous mangeons de la chair humaine que nous allons te manger vivant. D'abord, nous allons te tuer, puis te cuisiner. Tu resteras un bon moment dans notre réfrigérateur. Dit-elle en me faisant un clin d'œil sur cette dernière phrase. Ayant dit cela, Rosa demanda le couteau à son mari, le leva et s'approcha lentement de moi. Je fis l'impossible pour me lever et courir vers la porte. Mais elle était verrouillée. Avant que je ne puisse bouger davantage, l'homme m'attrapa, et Rosa s'avança vers moi, brandissant le couteau, savourant chaque instant de ce jeu macabre. Cependant, je parvins à donner un coup de coude sur le nez de l'homme qui me retenait, ce qui le fit me lâcher, et je ne perdis pas une seconde. Je me lançai sur Rosa, la repoussai violemment, puis courus vers la fenêtre, décidés à sauter. Ils parurent tous deux surpris par mon geste, sûrement parce qu'ils ne pensaient pas que je sauterais vraiment du 2e étage. Mais il ne faut jamais sous-estimer ce qu'une personne en danger de mort est capable de faire. Alors bien sûr que je l'ai fait. En tombant, je sentis plusieurs de mes os se briser et la douleur était insupportable. Je me traînais aussi vite que possible, mais je voyais déjà le couple sortir de la maison pour me poursuivre. Je craignais qu'ils ne m'attrapent et que ce soit ma fin, mais par chance, quelqu'un sortait de la maison voisine en voiture et m'aperçut en train de tomber par la fenêtre. Le conducteur s'arrêta pour m'aider, et en le voyant, mes poursuivants coururent à nouveau vers leur maison. Alors que l'homme s'approchait pour me demander si j'allais bien, j'en profitai pour lui raconter tout ce qui s'était passé. D'une voix précipitée et bien sûr, je lui dis que je n'allais pas bien. Il ne sembla pas vraiment prendre mon histoire au sérieux. Il était seulement préoccupé par l'idée de m'emmener à l'hôpital le plus rapidement possible. Il a sûrement pensé que ce que je lui racontais n'était qu'un délire, causé par une éventuelle commotion cérébrale due à ma chute. La convalescence fut un véritable calvaire. J'avais de nombreuses fractures, et on me fit une multitude d'examens pour s'assurer que je n'avais pas de lésions internes. Avec le temps, j'ai appris que cette maison n'était en réalité pas celle du couple. Les véritables propriétaires furent retrouvés morts peu après, démembrés au fond de leur propre congélateur. Cependant, ces assassins disparurent sans laisser de traces et ne furent jamais arrêtés. Du moins jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais obtenu justice pour ce qui s'était passé, mais je dois dire que cela m'a appris une leçon précieuse. J'ai continué à utiliser Tinder, mais je ne suis jamais retourné chez quelqu'un sans être absolument certain que l'endroit était sûr. Plus jamais, je ne laisserai quelqu'un me surprendre comme Rosa l'avait fait. Mais si je peux vous dire quelque chose, ne faites pas confiance à tout ce que vous voyez publié sur les réseaux sociaux. Parlons un peu de Jocelyn Kay. Elle est née le 14 mars 1990 à Anaheim, en Californie, mais elle a réellement grandi dans la région du lac Elsinore. À l'âge de 17 ans, elle a commencé à poser pour quelques magazines locaux. Son véritable coup de projecteur arriva lorsqu'elle apparut en couverture de Lowrider, mais cela ne s'arrêta pas là. Elle se fit également remarquer dans une vidéo de World Star Hip Hop, ainsi que dans un clip musical de Gerardo Ortiz. Avec cette popularité grandissante, Jocelyn décida de lancer sa propre ligne de maillots de bain, profitant de ses 13 millions d'abonnés sur Instagram pour vendre ses produits. Nous parlons ici d'une influenceuse qui avait tout, des photos hommes, bikinis spectaculaires, des vacances de luxe en jet privé à travers les États-Unis et l'Amérique latine, et sa présence dans les événements de mode à New York et à Los Angeles. Jocelyn n'était pas seulement connue pour sa beauté impressionnante, mais également pour ses fesses, ce qui lui valut le surnom de version mexicaine de Kim Kardashian.
Pourtant, malgré tout cela, elle était bien plus qu'un joli visage. Elle était diplômée en microbiologie à l'Université d'État de San Diego. Elle n'était donc pas seulement belle, elle était aussi intelligente. Sa ligne de maillot de bain et ses sponsors lui rapportaient plus de 100 000 $ par an. Mais malgré cela, elle voulait encore plus. Ainsi, en décembre 2020, elle décida de subir une intervention chirurgicale en Colombie. Elle avait prévu de faire un lifting des fesses, connu sous le nom de BBL, Brazilian Butt Lift. L'idée était de prélever de la graisse d'autres parties de son corps pour l'injecter dans ses fessiers. Cette procédure avait explosé en popularité aux États-Unis, avec une augmentation de plus de 200% ces dernières années, selon la Société américaine des chirurgiens plastiques. Mais avant que vous ne vous emballiez, laissez-moi vous dire que faire un BBL n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si la graisse est injectée de manière incorrecte, cela peut entraîner des complications très graves, comme ce que l'on appelle une embolie graisseuse. Lorsque la graisse pénètre dans la circulation sanguine et commence à obstruer les vaisseaux. La décision de Joselyne de subir cette opération n'était pas seulement une question d'esthétique. Il semblait que la pression d'atteindre un idéal l'entraînait vers des extrêmes dangereux. Pourtant, elle décida de poursuivre son rêve malgré les avertissements concernant les risques liés à ce type de chirurgie. Le lifting des fesses était donc programmé pour le début de décembre, mais très vite commencèrent à circuler d'horribles rumeurs sur sa mort. Bien que sa famille n'ait rien confirmé, l'influenceuse Instagram Lyra Mercer fut la première à partager la nouvelle en tweetant le 7 décembre. OMG, Joselyne Cano est morte en Colombie après une opération chirurgicale. C'est fou. Et à partir de là, tout devint incontrôlable. Une retransmission en direct apparut sur YouTube montrant ce qui semblait être ses funérailles, où famille et amis s'étaient réunis pour lui rendre hommage devant un cercueil et une grande photo d'elle en arrière-plan. La cérémonie était petite et intime, compréhensiblement affectée par la pandémie. Il était difficile de ne pas remarquer l'immense douleur ressentie par sa famille, d'autant plus que Joselyne avait laissé derrière elle 2 jeunes enfants. La souffrance était palpable. Selon certaines études, le taux de mortalité pour les liftings brésiliens des fesses est d'environ 1 personne sur 3000. Tout indiquait que Joselyne faisait partie des malheureuses qui n'avaient pas survécu à la chirurgie. Cela souleva davantage de questions concernant la marque portant son nom. Ses abonnés commencèrent à exiger une déclaration, surtout que sa marque attirait plus de 12 millions de personnes. Le manque de communication ne fit qu'amplifier les rumeurs, suggérant que sa mort était liée à l'opération, et ceux qui contrôlaient désormais son entreprise craignaient que cela ne ternisse sa réputation. Le phénomène des liftings brésiliens avait cru de manière exponentielle, entraînant une vague de procédures douteuses sur le plan légal. Cette situation a été qualifiée de dysmorphie Snapchat, terme désignant l'altération de la perception du corps que certaines personnes développent à force d'être exposées en permanence à des images retouchées et idéalisées sur les réseaux sociaux. Il a beaucoup été question de l'impact négatif que ces standards de beauté, imposés par les plateformes numériques, ont sur la santé mentale de nombreuses femmes. Cependant, il semble aussi y avoir un coût physique, car les raccourcis chirurgicaux ont conduit à la mort de plusieurs jeunes femmes ces dernières années. Il est terrifiant de penser qu'il existe des femmes qui, sous la pression sociale, sont prêtes à risquer leur vie pour atteindre des standards aussi superficiels. Joselyne Cano était une femme intelligente et accomplie, et pourtant elle fut piégée par ce mirage d'attente irréaliste. Le plus tragique, c'est qu'elle n'aurait jamais dû mourir. C'est indéniable. Mais il reste une question encore plus troublante. Combien d'autres devront perdre la vie avant que nous commencions réellement à valoriser notre beauté naturelle au lieu de courir après un idéal inatteignable? L'histoire de Joselyne résonne dans de nombreux cœurs, particulièrement chez celles qui luttent pour s'accepter dans un monde numérique qui semble dicter comment nous devrions apparaître. C'est comme si chaque like et chaque commentaire positif renforçait une image de perfection impossible à atteindre, nous poussant à tout faire pour entrer dans un moule qui n'est même pas réel. Voir des personnes risquer autant
réserver des chirurgies dangereuses dans l'espoir qu'un changement d'apparence leur apportera le bonheur tant désiré et profondément inquiétant. À mesure que grandit la discussion autour de la culture de la chirurgie esthétique, il devient crucial de se rappeler que derrière chaque publication, chaque image retouchée et chaque influenceur parfait, il y a des personnes réelles avec leurs émotions, leurs doutes et leurs peurs. L'histoire de Jocelyne doit nous servir d'avertissement. Nous devons toujours remettre en question ce que nous voyons sur les réseaux sociaux et nous accorder le droit d'aimer nos corps tels qu'ils sont. La pression vers un idéalisme irréel peut être dévastatrice, mais nos histoires personnelles valent bien plus que n'importe quelle image retouchée. Alors, lorsque nous regardons autour de nous et voyons cette obsession de l'apparence physique, nous devrions probablement réfléchir à ce que signifie réellement la beauté. Peut-être, après tout, que la clé réside dans l'équilibre, dans l'honnêteté envers ce qui est authentique et dans l'apprentissage de l'amour de soi. Et bien que la tragique histoire de Jocelyne ne puisse être effacée, son héritage peut perdurer, nous poussant à remettre en question et à démocratiser la beauté dans nos propres vies.